On verra ça aussi à cette émission. Comme vous voyez, je suis plus calme aujourd'hui parce que il y a Ismaël avec moi quand on va parler de Kagame et je serai content de discuter avec lui parce qu'il y a des choses importantes aussi à dire sur Kagame, le Rwanda. Pourquoi le Rwanda qui est le chouchou ou pas le chouchou comme notre chouchoupette là, mais le chouchou de la communauté internationale et Monsieur Kagame qui est toute une personnalité, il fait des choses, il donne dans les extrêmes, mais totalement. On verra aussi pourquoi et comment, et quoi encore, et puis la diplomatie. Hein. La diplomatie fait aussi partie d'une émission qui s'appelle Les mots pour le dire, et cette diplomatie, c'est celle de la Turquie vis-à-vis de la Finlande, de la Suède et de l'OTAN, et finalement vis-à-vis des États-Unis aussi. Vous savez que comment la Turquie essaie de ménager le chou et la chèvre. Les Russes sont quand même ses copains. Les Américains sont ses alliés. Donc, comment est-ce que la Turquie arrive à se dépêtrer? J'aime bien utiliser ce mot dans si je peux dire, dans cette acrobatie militaro-diplomatique. On verra ça aussi avec vous. Et puis un peu de poésie, pourquoi pas, de temps en temps, du beau texte. On est de retour et je n'aime pas trop être seul au micro, heureusement. L'émission va prendre une autre tournure. Mon pilote, mon copilote, il est là avec moi et il va nous permettre de faire un voyage dans le pays de Rwanda. C'est un pays qui continue d'étonner toute la communauté internationale. Bonjour Ismaël. Bonjour Frédéric. Ça fait plaisir de t'avoir et comme monteur. Ouais. Et comme monteur et comme copilote et pour me permettre d'aborder ce sujet, on va faire un voyage en Rwanda, mais on va surtout parler un peu de son histoire, ces 40 dernières années. On va surtout parler de Monsieur Paul Kagame, qui est l'homme des grandes controverses et puis ses différentes implications dans le temps et dans l'espace, puisqu'il envahit un peu l'espace des autres pays, dit-on. Mais moi, je ne vais pas le charger tout de suite parce que c'est l'homme qui peut en parler honnêtement et du Rwanda et de Kagame. Il est en face de moi, c'est mon copilote. On va faire un petit voyage en Rwanda. Alors Ismaël, dis-moi un peu de mots. Rwanda, le Rwanda, c'est Kagame. Kagame, c'est le Rwanda. À peu près ça. On peut le dire, c'est à peu près ça. Kagame. Tu es catégorique, mais sans nuance. On peut le dire. Sans nuance. Sans nuance, parce que Kagame, il est là. Il est aux affaires depuis 1994 et ça fait 28 ans maintenant. Et Kagame reste. Et Kagame n'a jamais pensé à quitter. Et les gens disent, écoutez, il va même gouverner le Rwanda, même déjà mort. Oui, d'accord, mais Kagame, ce n'est pas seulement le président. Il a été ministre aussi là, après la décolonisation, là, après l'indépendance. Il a été ministre avec... ensuite, il a participé à une guerre de libération. C'est quand même une pointure assez intéressante. En fait, le général Kagame s'est battu depuis son enfance. Il était forcé à l'exil alors qu'il n'avait que 2 ans. Comme réfugié, il a rejoint des rébellions qui ont fini par prendre le pouvoir dans son pays d'adoption, l'Ouganda, pour lequel il a d'ailleurs dirigé le service du renseignement. En 1990, il reprend les armes pour reconquérir le Rwanda qu'il avait perdu en 1959, donc après 30 ans d'exil. Tu vas comprendre donc que c'est un long parcours.
ce n'est pas facile à résumer. Je ne veux pas parler seulement du président qui serait un peu très sanguinaire et dictatorial, non pas encore, mais parlons un peu de toute l'histoire, de sa trajectoire, etc. L'histoire un peu du Rwanda. Je sais que le Rwanda était une monarchie du Moyen-Âge et puis qu'il y avait comment est-ce qu'on appelle ça? Il y avait 3 ethnies. Les Touaregs, qui sont des artistes, les Hutus et les Tutsis, qui étaient bien, qui se comprenaient très bien, et que c'est surtout avec l'indépendance que les choses se sont dégradées. Comment tu expliques tout ça? C'est vraiment c'est beaucoup à dire sur ça, mais on va se concentrer sur Kagame. Non, il faut qu'on parle de l'histoire aussi. Écoutez, tu viens de dire que toutes les 15 minutes sont à toi, mais il ne faut pas seulement rester sur Kagame. Si voilà. On pourra faire 2 ou 3 émissions. Parle-nous un petit peu du social, parle-nous du social, parle-nous de comment est-ce qu'on appelle ça, de la Belgique et de l'occupation, de la colonie. Tout ça va être inclus dans ce que nous disons. Oui. Mais pour comprendre, pour Kagame, tu as dit que c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'indépendance. Non. Et Kagame, c'est quelqu'un, bien sûr, tu as parlé de la monarchie, c'est un prince, en termes propres. Un prince Tutsi. Oui. En fait, Kagame est quelqu'un très imbu de ses origines princières, royales. C'est-à-dire qu'il est descendant d'une ancienne reine du Rwanda, très puissante. Dernièrement, on parlait de femmes puissantes. Il y en avait en Afrique, il y en avait au Rwanda même. Oui, tout à fait. Donc, et Kagame est descendant d'une certaine, quand je dirais, une reine mère qui a régné. C'est ce que lui donne un peu des allures d'empereur, de roi. Exactement. Il a toujours gardé en lui ce sentiment d'être quelqu'un de différent, surtout dans le sens de l'administration. Alors, la monarchie est tombée en 1959, peu avant les indépendances. Et la famille de Kagame... Tu veux dire qu'il y avait, quand le Rwanda était occupé par... était une colonie de la Belgique, oui. C'était déjà une monarchie. Oui, c'était toujours une monarchie. Donc, les premiers occidentaux, les Européens, sont arrivés en 1896. Puis, c'était des Allemands qui ont été les premiers colonisateurs du Rwanda. Oui. Mais avec la Première Guerre mondiale, les Allemands ont été chassés. Ont perdu la guerre, donc on les a remplacés. On a demandé à la Belgique de prendre. L'ONU a demandé... l'ONU n'existait pas encore, c'était la Société des Nations, bien sûr. Même pas, hein. Oui, déjà, oui, ouais. Peut-être, oui, tu as raison. Oui. Elle était là et elle a demandé à la Belgique de prendre la relève et de gérer le Rwanda. Alors, pendant tout ce temps-là... Comme dit l'autre, ils ont partagé le monde, comme dit l'autre. La chanson, tu connais la chanson? Exactement. Ils ont partagé le monde. Alors, on a partagé le monde et on a donné le Rwanda, qui a une histoire de paix, des gens, d'ethnies qui se sont toujours bien entendus, qui ont toujours bien coexisté. On a donné ça à la Belgique et la Belgique vient et on va jusqu'à l'indépendance. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? On va dire que la Belgique a aidé à faire chuter la monarchie, bien sûr. Et c'est grâce à des divisions que ça a réussi. Pourquoi les Belges ont été... Pourquoi dit-on que les Hutus sont comme des serviteurs et des esclaves? C'est que le pouvoir monarchique était absolu. Ah bon? Donc, les Tutsis, c'est une catégorie des gens qui étaient destinés pour être... Qui asservissaient les autres. Et qui avaient les moyens économiques, qui avaient la terre... Ok, là je comprends. Mais quand la Belgique est arrivée, il me semble que les gens acceptaient. Les gens acceptaient leurs conditions. Les gens acceptaient leurs conditions. Il y avait les conditions de maltraitance, les tortures. Il y avait même des punitions inhumaines. Écoutez, par exemple, quelqu'un qui était déclaré ennemi du roi, il était tué. Sa famille aussi, décimée. Les ennemis du roi, quand il y avait des guerres par exemple, on châtrait, on châtrait les hommes. Les tortures étaient violentes.
les testicules étaient Exemplaire. exposés sur... On fait ça avec l'abri et puis on mange ça. Au moins chez vous, ça se mange. Oh Ça, c'est pour les capris. Les cabris, oui. Alors, Ok. les testicules d'homme c'était ouais. comme l'habit du tambour royal. Oui, oui. Hein, tu Oh là vois? là, Alors, c'est dégueulasse, ça. c'est très dégueulasse. Alors, quand les Blancs sont arrivés, les guerres étaient arrêtées, il n'y avait plus de conquête. Le pays était comme appartenant aux À la Blancs. Belgique. Ouais. Alors, Et c'est les Blancs qui ont décidé ils ont que... commencé à éduquer quand même le Rwanda, à alphabétiser, à baptiser aussi. Alors, le premier Oui, ça, roi c'est vrai. qui était là, il a dit non, pas de baptême pour moi. Donc, ils l'ont laissé. Parce que vous avez toujours été musulman au Rwanda. Non. Vous étiez de musulman, quelle c'est religion, là? Il y avait une religion rwandaise, Ok. traditionnelle, Ok. mais on nous a fait oublier Un ça. petit peu comme le vaudou, quoi. C'est ça, c'est presque. Ok. Et puis, les Blancs, ils ont modernisé les gens. On les a habillés, on les a baptisés. Mais quand le roi s'est opposé au baptême, il a été déchu. Donc, ils ont éduqué ses fils. Le roi a été déchu, on l'a déporté, on ne sait vers quel lieu. Il est mort sans personne ne le sait. Il est mort dans l'anonymat. Ouais. Et c'est son fils qui a pris le règne. Ok. Son premier fils, il a régné pendant une vingtaine d'années et il a été assassiné. Comme on a assassiné Jules César, comme on a Mais- assassiné Kennedy, En fait- comme on a assassiné Abraham Lincoln, c'est pas la fin du monde. Mais Ça, c'était c'est pas à parce que nous l'approche. sommes, c'est pas parce que c'est pas parce que les Noirs sont des barbares, non. C'est parce que Non, c'est ce comme n'est ça pas, le jeu ce de la ne sont politique. pas les c'est Noirs le jeu de la politique. qui l'ont assassiné. Ah, En ce sont fait, pas les c'était à l'approche des indépendances. On commençait à parler des indépendances. Et puis, le roi, le fils du roi déchu, lui, il voulait que les Blancs se mettent à côté, qu'il allait gérer ses affaires avec son peuple. Or, parmi les gens éduqués, il y avait les gens qui Est-ce que tu as suffisamment près du micro, Ouais, mais je crois que je me fais entendre quand même. Alors, les gens éduqués, il y avait aussi une bonne proportion des gens descendants des esclaves. Tu vois? Et puis, eux aussi, ils réclamaient l'indépendance vite. Mais quand tu parles d'esclaves, est-ce que tu parles d'esclaves comme en Haïti, comme en Amérique, les esclaves noirs? La classe là qui était... Considérée comme la classe inférieure. La classe ce qu'on appelle inférieure, au c'est Moyen-Âge la plèbe, quoi, les roturiers, ok? Exactement. D'accord, ok. Et puis, en fait, Et ce sont les Hutus en ce général. sont les Hutus en général. Et qui sont à 85% quand même, et que Oui, les autres sont, les c'était la Tutsis sont à majorité, bien 14%, sûr. et les Tois à 1% Les Toits à seulement. 1%. Ouais. 1%. Est-ce que c'est toujours les mêmes proportions Ouais. démographiques? Je doute fort, parce que le génocide a vraiment fait des ravages. Avant d'arriver au génocide, je vais Alors- essayer de comprendre comment vous vous êtes débarrassé de la monarchie et de la Belgique. Comment vous vous êtes Voilà donc, les Blancs, les Tutsis, la classe dirigeante, elle, parce que c'est eux qui avaient fait les études d'administration. Donc tout c'est eux qui voulaient l'indépendance. Ils C'est les voulaient Tutsis qui garder voulaient tout ce pouvoir et se débarrasser des Blancs. Et lui, il voulait se débarrasser des Blancs. Ok. Et les Blancs se sont débarrassés du roi. Des Par- Tutsis. Oui, ils se sont débarrassés de ce roi-là. C'est le deuxième. Hein. Et ce faisant, ils se sont débarrassés des Tutsis aussi pour Cela donner arriva le plus tard. pouvoir aux Hutus. Cela Et arriva c'est là plus que tard. le drame s'est Comment corsé. le roi était-il assassiné? Il a été invité à une réunion à Bujumbura parce que le Burundi, Et la Belgique Rwanda, c'est- gérait le Burundi et le Rwanda en Oui, même c'est temps. ça, ouais. Le roi du Rwanda a été invité à Bujumbura, au Burundi, et il est rentré mort. On a dit qu'il a eu une crise. Est-ce qu'on l'a assassiné? Tu veux dire qu'on aurait assassiné On le lui a roi fait une au injection. Burundi? On lui a fait une injection. Qui a fait ça? Les Hutus? C'est c'était pas blanc. les Blancs qui ont fait ça? Ouais. Pour créer la panique pour créer la division entre... Exactement, c'était pour créer. C'est eux qui maintenant avaient le pouvoir et sur les Tutsis, sur les Bahutus. ouais. Alors, ils se sont arrangés. Ce roi est mort, qui était très populaire quand même. Il était toujours populaire. Et
les Blancs, ils ont fait une sorte de remplacement. Ils ont donné le pouvoir aux Hutus, là. Non, pas encore. Ils ont commencé par la clique royale. Ils avaient un code ésotérique pour le remplacement du roi. Au moment où le blanc allait déclarer quelqu'un comme remplaçant du roi, l'entourage royal a dit non, nous avons notre façon de remplacer le roi. Il a imposé, le groupe royal donc a imposé leur propre roi. Un Hutu. Non, pas jamais, toujours un Tutsi. Donc il faut que ce soit les rois. C'est le petit frère du roi. Ok, toute la lignée politique et économique devait sortir de la race, si je peux dire, de l'ethnie Tutsi. Exactement. Et les autres, les Belges sont arrivés. Mais la monarchie, ce n'est jamais une démocratie, tu sais. Non, je sais, mais c'est héréditaire. Est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine de tous les conflits qui expliquerait peut-être que Kagame n'est pas si mauvais que ça? Bon, en fait, les Blancs, eux, ils proposaient une monarchie du genre monarchie constitutionnelle. Mais les autres n'étaient pas prêts à lâcher. Mais le roi assassiné quand même avait cédé quelques pouvoirs. Par exemple, il avait accepté le partage des terres. Donc, si vous êtes un propriétaire terrien, tu as des gens, tes sujets, vous allez leur donner des terres pour travailler. C'est ça. Il avait accepté ça. Donc, le premier gouvernement du Rwanda était un gouvernement Hutu. C'était un gouvernement Hutu. Et ça, il semblerait qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de Tutsis persécutés en exil. Bon, en fait, le premier gouvernement, c'était avant l'indépendance. Parce que les Hutus, avant l'indépendance, c'est parce qu'on va arriver à l'indépendance en 1960. Ils ont mis en place un gouvernement avant l'indépendance. Qui était un gouvernement Hutu. Oui, un gouvernement Hutu. Mais c'est ça, j'essaie de comprendre où tout ça a commencé. Et ce gouvernement Hutu, avec la crise, les batailles pour l'indépendance et tout ça, et la force du nombre des Hutus, tout ça a créé, semble-t-il, des persécutions pour les Tutsis, certains qui sont morts, certains qui sont partis en exil. Et c'est là que Kagame va rentrer pour lutter à l'étranger. C'est ça que je veux comprendre. Kagame est parti dans cette persécution-là. Dans cette persécution, il était bébé de 2 ans. Non. En 1958. Ah oui. Il est né en 1957. Okay. 1959, il avait 2 ans. Il a fui avec tous les Tutsis qui n'acceptaient pas, bien sûr, que les Hutus prennent le pouvoir. Ce n'est pas une persécution comme telle, Frédéric. Mais non, je comprends. Je veux comprendre comment on en arrive à cette situation. Ils en exagèrent parce que les Tutsis disaient, nous, on ne peut pas être gouverné par ce genre de gens. Oui, c'est ça. Les Belges ont organisé une sorte de référendum. Le référendum qui disait, voulez-vous la monarchie ou la République? Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde veut la République. La majorité. Et la majorité importe, les Hutus sont arrivés au pouvoir. Voilà. Et là, ils ont passé le pays à une République. À une République. Hutu, et dont le premier président était un pasteur. Non, il n'était pas pasteur. En fait, le premier président était l'un des Tutsis qui était proche du roi même. Un Tutsi encore? Oui, mais qui acceptait d'intégrer les autres. D'intégrer les autres. Les Hutus. Donc, qui reconnaissait l'injustice que les Hutus subissaient. Lui aussi s'est déclaré Hutu. On va devoir s'arrêter là, puis on va au-delà de l'heure, on va prendre le quart d'heure. Kagame, et quand est-ce qu'il a émergé, quand est-ce qu'il a fait ses études militaires, comment il est retourné là-bas, le Kagame avant le Rwanda, la crise du Rwanda, le génocide du Rwanda, et le Kagame d'après le Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. De retour
À la deuxième heure, et on a une chance extraordinaire. Vous voyez que ma voix déjà est teintée de joie et d'été parce que mes collègues sont là. Certains, bon, je veux dire, une seule personne est au téléphone, Kumba, mais Corinne est à côté de moi. Redouane arrive d'un moment à l'autre qui va prendre le TGV pour venir. Il est en retard. Corinne, ça va? Kumba, ça va? Mon cher, ça va très bien. Magnifique. Alors, les sujets sont d'importance aujourd'hui. Vous savez que j'ai déjà fait une première heure sans vous parce que je me lassais d'être seul sans vous. Alors, j'ai pas voulu le faire. C'est pour ça qu'on est venu à la rescousse. C'est pour ça que vous êtes venus à la rescousse. Magnifique. Les sujets vont être assez étoffés. On a déjà commencé avec le Rwanda, Monsieur Kagame. Il y a un petit reportage sur Kagame qu'on va écouter après. Mais il y a heureusement la délicieuse chronique de cinéma de Corinne que nous allons partager tout de suite. Et Kumba, je compte beaucoup sur toi pour les commentaires d'après chronique Corinne. Corinne, ça va bien? Comment? Oh, ça va bien. Je suis la bouffée d'air de ce jour. Toujours le dimanche. Moi, je suis la boule de fraîcheur. La boule de feu. De feu et de fraîcheur. Corinne, cette semaine, ta chronique porte sur le cinéma, je suis bien content. Absolument, tu m'avais demandé, tu m'avais... Voilà, on est de retour, mais cette fois-ci, le groupe s'est agrandi un petit peu. Redouane est arrivé, Kumba est au téléphone, Corinne est avec moi et Ismaël. Et puis il y a tous ces téléphones qui envoient des messages à droite et à gauche. Je suis là, je viens, j'arrive. Écoutez le film. On va conclure sur le film parce qu'après on va beaucoup parler de Kagame et de l'OTAN. Et de l'OTAN et de la Russie et de Poutine et des mensonges de Poutine. Je sais que mes amis, je sais que Israël et Redouane ils ne vont pas être contents. Redouane va dire, moi je ne le défends pas, moi je défends la vérité. Alors Redouane, toi, il faut qu'on te taquine un petit peu. Est-ce que tu aimes le cinéma? Le cinéma? Oui. J'aime bien regarder des films. Je suis pas non plus un cinéphile. Il aime regarder des films, mais je ne sais pas s'il aime le cinéma. Tu as entendu parler de ce film? Tu as entendu parler de Ligne de fuite avec le film de Denise Robert? C'est ça qui fait l'actualité ces jours-ci. Non, j'en ai pas entendu parler. C'est ce qui a fait l'objet de la chronique de Corinne tout à l'heure. Bon, on va pas trop te taquiner sur ce sujet-là, parce que je sais que s'il s'agissait d'un film sur Poutine, tu serais là. Tu serais allé regarder. Et je sais que mon ami Ismaël, lui, il est en face de moi. Dès qu'il s'agit d'un film sur le Rwanda ou sur Kagame, il est là. Mais le film d'horreur. Le film. Ce qu'on va faire, on va donc écouter ensemble ce petit portrait de Kagame. On va écouter ça et comme ça, toi, Redouane et Corinne, on pourra en discuter avant d'arriver au sujet de l'OTAN et la guerre froide. La saison des pluies a été bonne cette année au Bugesera, l'une des régions les plus arides du Rwanda. Nous sommes aux côtés de Paul Kagame, qui aime arpenter son pays au volant de sa Range Rover blindée. Car le président rwandais, l'homme fort du pays depuis le génocide de 1994, n'aime pas être à l'arrière des limousines. De temps en temps, au bord de la route, je vois qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est maltraité. Alors, je m'arrête et je demande « Que se passe-t-il » Cap sur le village de Gashora, à 60 km au sud de Kigali, la capitale. Aux côtés de son épouse Jeannette, Paul Kagame visite la Gashora Girls Academy, une école secondaire de filles créée par des Américains. Cet établissement d'élite est tourné vers les sciences et les nouvelles technologies, deux des marottes du président. Car Paul Kagame a l'ambition de faire du Rwanda le Singapour de l'Afrique, au risque de placer le développement économique et social avant la démocratie à l'occidentale. Grâce à des citoyens mieux logés, mieux soignés et surtout mieux éduqués, transformer ce pays enclavé et rural en une plaque tournante du commerce régional. Kagame, le président qui tweet, est dans son élément.
Nous avons un type de serveur spécial qui permet de poser des questions online. Comme vous avez vu, nous avons la Khan Academy, un nouveau site web qui permet de partager des vidéos et une bibliothèque qui permet l'apprentissage online. Donc Microsoft vous a aidé pour certains aspects. Yes, particularly with this as Thank you. Comme à chacune de ses sorties officielles, Paul Kagame est sérieux, presque mécanique, comme imperméable à toute émotion. Mais au fur et à mesure d'une séance de questions-réponses, un autre homme se dévoile. Maniant l'humour pour évoquer son enfance de réfugié miséreux en Ouganda, puis martelant avec passion à ces jeunes filles de ne pas avoir de complexe face aux Occidentaux. Un « Yes You Can » version rwandaise. Comment pouvons-nous, nous les enfants, contribuer à réaliser votre vision ? Surtout, ne gâchez aucune opportunité. Si vous avez la chance d'avoir une éducation, saisissez-la à pleine main. Tenez ferme et foncez. Ne perdez pas une seconde. Paul Kagame s'affiche comme un féministe convaincu. Sa fierté, la majorité des parlementaires ainsi que de nombreux ministres au Rwanda sont des femmes. Nous devons accorder aux femmes leurs droits. Et nous devons faire d'elles une part entière de notre nation et qu'elles participent au développement de notre pays. Kagame veut avant tout se tourner vers l'avenir. Mais toutes les routes du pays le ramènent inévitablement aux 800 000 morts du génocide. Ici à Nyamata, 11 000 Tutsis réfugiés ont été tués à la grenade et à la machette par des miliciens Hutus. Tout s'est passé dans l'enceinte de cette église, transformée depuis en mémorial. Des charniers, Kagame en a vu beaucoup lorsqu'il menait la guérilla du Front patriotique rwandais. Jusqu'au jour où il a demandé à ses combattants d'arrêter de lui montrer des cadavres mutilés, pour casser le cycle infernal de la revanche. Parfois, il découvrait un endroit derrière une colline, dans une bananeraie comme celle-là par exemple. Il trouvait tellement de cadavres et des blessés qui se tordaient encore de douleur. Il m'avertissait et m'emmenait voir. Puis j'ai décidé d'éviter ces lieux au fur et à mesure de la guerre, pour que cela n'affecte plus mes émotions et au final, mon jugement. Les tensions ethniques n'ont pas disparu, et ses opposants lui reprochent d'incarner un pouvoir avant tout Tutsi. Mais Kagame semble convaincu que le Rwanda est dorénavant uni, à l'image de sa capitale, Kigali. Le centre névralgique de ce nouveau Rwanda, c'est la présidence, où Kagame, à 55 ans, règne avec une discipline de fer, n'hésitant pas à écarter des proches au nom de l'efficacité. Ce jour-là, il signe des lois favorisant l'investissement étranger. Nous cherchons à rendre le business le plus facile possible au Rwanda. Nous nous sommes rendus compte que c'était un des aspects les plus importants de notre développement. Fini le temps où Kagame défiait volontiers l'Occident. Lui qui avait rompu les relations avec la France pendant 4 ans et s'était brouillé avec l'Allemagne, à cause d'une enquête l'accusant d'avoir joué un rôle clé dans le déclenchement du génocide. Une époque révolue pour l'ambassadeur allemand. Monsieur le Président, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous parliez d'une anicroche dans nos relations. Grâce aux efforts de chacun, c'est comme quand vous avez une éraflure sur votre voiture et que vous l'emmenez chez le garagiste. Vous allez la chercher et elle a l'air plus neuve qu'avant. C'est vrai. Je suis très content des progrès effectués depuis ces petits problèmes. Preuve de la confiance retrouvée et que la lutte contre la corruption n'est pas un vain mot, le diplomate annonce que Berlin apporte désormais un soutien financier direct au Rwanda. Mon pays a promis sur les 3 ans à venir 60 millions d'euros, y compris un soutien budgétaire.
Nous sommes l'un des donateurs bilatéraux qui offre un soutien budgétaire au Rwanda. 40% du budget rwandais est constitué par l'aide extérieure. En nationaliste ombrageux, Kagame rêve de pouvoir s'en dispenser afin d'être réellement indépendant. Un mot qui a pour lui une signification polémique. Dans un stade plein à craquer lors de la cérémonie du cinquantenaire de l'indépendance, ce 1er juillet, Kagame est venu rappeler que le Rwanda n'a pas gagné sa souveraineté avec le départ du colonisateur belge en 1962. Au Rwanda, c'est seulement au cours des 18 dernières années que nous avons retrouvé la dignité et l'identité que nous avions perdues à 2 reprises. D'abord, pendant l'ère coloniale, et ensuite, ironiquement, au moment de l'indépendance. Paul Kagame a beau avoir troqué le treillis pour le costume, l'ancien rebelle garde un goût prononcé pour la chose militaire et les opérations secrètes, surtout en République démocratique du Congo voisine. Lors de notre séjour, Kinshasa et l'ONU ont accusé Kigali de fomenter des rébellions dans l'est de la RDC, ce qui provoque de nombreuses réunions de crise autour du président. Ce parfum de polémique donnera lieu à un échange animé. Lors d'un tour du propriétaire informel de sa résidence officielle et au détour d'une question sur les risques d'implosion de la RDC, Paul Kagame se départit de son calme habituel. Je ne sais pas et je m'en fiche. N'en faites pas mon problème, s'il vous plaît. Faites-en un problème congolais ou un problème de la communauté internationale. On ne devrait pas me poser des questions tout le temps sur le Congo. Allez, parlons du Rwanda maintenant, s'il vous plaît. L'autre sujet qui hérisse Paul Kagame, ce sont les Human Rights Watch et autres Amnesty International qui l'accusent de museler la presse et l'opposition, ainsi que les anciens hauts dignitaires de son régime qui l'accusent eux d'être un criminel de guerre. En Afrique, personne n'est populaire avec son peuple. Si vous l'êtes, vous êtes un dictateur. Être populaire, c'est donc une chasse gardée des pays développés. Les autres, quand ils sont populaires, ce sont des dictateurs. C'est ainsi que les médias voient les choses, et c'est comme ça. Alors cela flirte avec le racisme. Cela flirte avec tout ce qu'il y a de mauvais. Certes, les hommes en armes et les services de sécurité sont omniprésents au Rwanda et autour du président. Et ces 90% de suffrages aux élections présidentielles interpellent. Mais Kagame y voit le reflet de l'adhésion et non pas de la peur de la grande majorité des Rwandais, quelle que soit leur ethnie. Paul Kagame ne peut pas tout faire. Même si au front, c'est un bon général, sans bons combattants, je ne pense pas que vous allez où que ce soit. Et pour Paul Kagame, un bon soldat ne vit pas dans les rancœurs du passé. Notre histoire a été tragique. Mais n'ayons pas le cœur brisé au point de perdre le futur. Regroupons-nous, tirons une leçon de cette situation tragique et allons de l'avant. Parce que c'est trop tard. On ne peut rien faire. On ne peut réécrire notre passé. Paul Kagame vit par et pour l'action politique, mais il met un point d'honneur à préserver sa vie de famille. Et il tient à nous le montrer. Le président partage autant que possible ses repas avec sa femme et les 2 de leurs 4 enfants restés au pays. Et lorsqu'on lui demande s'il compte bien quitter la vie politique après la fin de son second et en théorie dernier mandat en 2017, il est affirmatif, presque impatient. J'ai un pays désormais, ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Du moment où j'ai un pays stable, qui se développe, j'ai tout ce qu'il me faut.
Je n'ai aucune inquiétude. J'ai une ferme quelque part où je pourrais dormir, lire, écrire et prendre du plaisir. Paul Kagame n'a pas souvent l'esprit à la fête. C'est pourtant le cas ce soir lors des cérémonies d'indépendance où il offre une soirée dansante à ses amis dans un grand hôtel de Kigali. Avant de venir, ce fan de football, le club de son cœur est Arsenal, nous confie avoir regardé une mi-temps de la finale de l'Euro. Pour une fois, Paul Kagame enlève son costume de président. Ce soir, des gens sont venus me voir pour me parler de choses officielles. Vous savez, Monsieur le Président, cela fait un moment que je cherche à vous voir. Il y a ceci. Je leur ai dit, s'il vous plaît, excusez-moi, mais ce soir, relaxons-nous tous, soyons heureux et lâchons du lest. Je m'occuperai de vous à un autre moment. Une brève parenthèse dans l'exercice d'un pouvoir auquel il devra renoncer dans 5 ans, si le président tient ses engagements. Croyons-nous un jour nous voir semer la trêve dans les... Bravo Paul Kagame, on a écouté un peu son histoire, une capsule de 10 minutes déjà quand même, qui nous trace bien, qui nous permet aussi aujourd'hui de bien comprendre, de bien nous situer dans le drame rwandais, avant le génocide et après le génocide. Tu n'es pas né encore, Edouard, tu as entendu parler du génocide au Rwanda? Oui, j'en ai entendu parler. Oui, c'est vrai, mais tu t'es pas né, là, 1004. Les casques bleus, ouais, non, j'étais pas né, effectivement. Oui, c'est une affaire de Hutu et de Hutsi. Et puis, Paul Kagame, c'est quand même une personnalité, Ismaël, c'est quand même une personnalité controversée, honnie et détestée, mais quand même. En même temps, ouais. Mais attends, mais faut pas, toi, tu prends seulement un côté, moi, en tant que journaliste, je veux voir les deux côtés, mais en même temps, qui a beaucoup de succès à l'international et qui, malgré des succès militaires, et j'ai écouté tout à l'heure ce commentateur de France 24 qui disait qu'à une petite fête d'indépendance, il y a une petite erreur, ce n'était pas une petite fête d'indépendance, une fête de commémoration de l'indépendance, parce que, est-ce que Kagame, à l'indépendance, où est-ce qu'il était là? L'indépendance du Rwanda, où est-ce qu'il était? Ben écoutez, Kagame, il faut toujours ajouter général, hein, parce que ce gars-là, il est plus militaire, soldat qu'autre chose. Réponds à ma question, où est-ce qu'il était? Et à l'indépendance, Paul Kagame n'était pas au pays. Vous savez, il a dû être forcé à l'exil quand il avait seulement 2 ans. Et donc, c'était au moment où la monarchie tombait au Rwanda. Et donc, il était réfugié. Et c'était même déjà un enfant, un bébé, si je m'abuse. C'était un enfant de 2 ans, oui. Voilà. 2 ans, parce qu'ils ont quitté en 59. Okay. Il est né en 1957. Et depuis, Paul Kagame a grandi dans la guerre. Bon, alors, comme Redouane, qui n'a pas une immersion rwandaise comme toi, Redouane, le reportage que tu viens de voir, ça te dit quoi sur Kagame? C'est le diable ou l'enfer? Ou bien c'est le bon Dieu? Ou bien c'est un ange? Ouais, écoutez, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Hein, chacun fait pour ses intérêts. Et puis, écoutez, là, ce que j'ai compris, justement, du reportage, c'est que c'était quelqu'un qui avait la main mise sur son pouvoir. Je me suis renseigné aussi un peu sur lui. Donc avant même d'être président, il était vice-président depuis 1994. Mais il faut dire qu'il était président de facto. Il y avait un fantoche de président. Kagame, il était vice-président, mais c'était lui qui gérait les affaires. Oui, mais nous ne sommes pas sur ce sujet-là. Tu fais toujours mais trop émotionnel. Il faut connaître la personnalité de Paul Kagame, c'est comme ça. Mais il a du succès maintenant. Il a beau être un dictateur, il a beau être Paul Kagame un Pinochet, si tu veux, il a beau être un SALAUD, mais il a réussi. Il a une certaine réussite, puisque son pays, économiquement, du point de vue écologique, reçoit les félicitations tout le temps du monde international. Et son pays est ami avec la Russie aussi, et son pays est très bien coté par la Chine aussi. Donc, quelque part, dictateur ou pas, est-ce que Pinochet n'avait pas fait la même chose avec le Chili? Moi, je veux avoir votre opinion sans émotion. Je peux comprendre que ça peut être difficile pour toi,
c'est pour ça que j'ai commencé par Redouane d'ailleurs. Tu lui as enlevé la parole tout à l'heure par tes émotions. Continue mon ami. Tes émotions, alors Redouane. Quelquefois on a... C'est impossible parce que de toute façon je ne suis pas non plus un professionnel. Ça fait rien, mais tu as vu le reportage, tu as la distance pour mieux critiquer. Est-ce que déjà, la première question que je me pose surtout concernant les élections, c'est est-ce que les gens vont voter? Parce que 90% des votes c'est quelque chose. Tu parles de quelles élections? Juste les dernières qu'on a entendues dans le... Non, parce que c'est dans 5 ans. Quand il doit aller aux élections. Dans le reportage, ils ont parlé il y a toujours eu des élections depuis 2003 au Rwanda. Il a été réélu en 2017. 2003, 2010, 2017. Ah, mais voilà. Et on attend encore en 2024. Pourquoi c'est chaque 7 ans là-bas? 7 ans, oui. Okay, et cela veut dire que Kagame, il est aux élections, il a toujours plus de 95%. Voilà. Et c'est ça. Mais là, la question à se poser, c'est est-ce que c'est parce que la population va vraiment voter pour lui? Est-ce qu'il n'y a que ses amis qui vont voter pour lui? Est-ce que le certainement pas ses amis. Est élevé? Le taux d'abstention, c'est intéressant de parler du taux d'abstention. Si tout le monde ne va pas voter, si la majorité ne va pas voter, au final, des élections n'ont pas lieu d'être, n'ont plus de signification. Mais après, est-ce qu'on va vraiment ressortir ces données? Parce que faire une élection, enquêter sur l'élection, ça coûte énormément d'argent. Est-ce que le Rwanda, c'est aussi cette volonté d'investir tout cet argent dans les élections, dans cette élection, justement pour s'assurer aussi qu'il n'y a pas eu de corruption, pas quelqu'un qui a voté 2 fois, et faire les statistiques, qui a voté, quelle tranche d'âge, est-ce qu'il y a eu de l'abstention, et tout ça, est-ce que tout le monde est répertorié dans le pays aussi? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est vrai, Redouane, mais il est reconnu aujourd'hui par le monde international et même par des collègues africains et aussi par les 2 blocs, parce qu'il y a le bloc de l'Est aujourd'hui qui est représenté par la Russie, la Chine, l'Inde, etc., dont on voudrait nous faire croire que ça va se constituer pour créer la guerre froide. Et puis il y a le bloc occidental. Tout le monde reconnaît qu'il dirige son pays d'une main de fer et souvent d'une main dictatoriale, c'est-à-dire il réprime la presse, il y a des assassinats. Et toi, Ismaël, quel a été l'assassinat le plus spectaculaire? Horrible. Je ne dis pas horrible. C'est l'assassinat le plus... tous les assassinats sont horribles. On peut dire, le plus spectaculaire. Et celui qui a vraiment créé l'émotion au niveau international même, c'est l'assassinat d'un artiste rwandais qui militait pour la réconciliation entre les Rwandais. Et pas celui du président qui est mort dans un avion? Non, celui-là, c'est cet assassinat qui a déclenché le génocide. Là, il n'était pas encore président, mais sous la présidence du général Kagame, c'est l'assassinat de Kizito Mihigo, un artiste qui militait pour la réconciliation entre les Rwandais. L'attentat contre l'avion du président, là, on n'en parle presque plus. On ne devrait pas en parler parce que c'est là que la France et l'Espagne se sont impliqués à travers des poursuites judiciaires, parce qu'il y avait des Espagnols et des Français dans des avions, il y avait une accointance quelque part. Il faut dire que Kagame est pointé du doigt quand on cherche c'est qui l'auteur de cet attentat. Mais on n'a pas pu prouver, parce qu'on a dû laisser tomber toutes ces charges. J'ai vu ça aussi, mais il semblerait que, en tant que Tutsi, il aurait agi en sous-main. D'abord, ce qui se passe actuellement en Afrique, les M23, là, il est pointé du doigt. D'abord, il a répondu dans le reportage. Tu as vu dans le reportage, il a dit pourquoi est-ce que la communauté nationale vient m'embêter avec l'histoire du Congo, reste Congo. Moi, je ne suis pas là-dedans. Laissez-moi en dehors de tout ça. Kagame, c'est un homme controversé, dirigeant de main de poigne, adulé tantôt par les Occidentaux, tantôt il n'est pas adulé par les Occidentaux. Mais aujourd'hui, il faut dire toute la vérité sur Kagame, parce que l'Espagne et la France ont laissé tomber les charges contre Paul Kagame. Pourquoi ? C'est ça la question. Tu n'as pas répondu. Tu dis qu'il n'était pas. On n'a pas de les preuves qu'il était impliqué dans l'assassinat de l'avion du président, c'est qu'il n'y a pas eu d'enquête, tout simplement. Il n'y a pas eu d'enquête sur cet attentat, tout simplement parce que le général Kagame est devenu le partenaire principal de ces Occidentaux dans leur projet d'exploitation des ressources et des richesses africaines. Si la justice française a laissé tomber les processus,
c'est juste parce qu'ils ont dit, ok, selon nous, il n'y a pas eu l'implication de Paul Kagame. Mais il n'y a pas eu d'enquête internationale. La justice française s'était impliquée parce qu'il y a eu des plaintes françaises. Il y a eu des éléments des citoyens français qui sont soit morts dans l'avion, soit... Donc c'est normal qu'ils s'impliquent. Ils ne peuvent pas aller faire le procès de Kagame comme ça. Frédéric, entre les États, ce n'est pas l'amour pour les citoyens, ce sont des intérêts qui comptent. À ce moment-là, il aurait fallu prouver. Ça a débordé un petit peu sur Kagame, à savoir c'est lui qui a fait assassiner, qui a fait tomber l'avion du président en exercice Hutu, parce que les Hutus et les Tutsis ne s'entendent pas. C'est une histoire, une vieille histoire belge et médiévale, préhistorique, je dirais. Et donc ensuite l'Espagne a dû laisser tomber aussi. Les Espagnols, c'était la même chose. Donc quelque part, ça prouve que Kagame était impliqué de près ou de loin. Exactement, et quand on parle d'un président adulé par les Occidentaux, ça c'est vrai, Kagame est adulé. Il est bien, parce que donc par on la fait suite, des il a été louanges reçu en France, cet homme-là. Reçu par Bush, etc. Oui, toujours. Quand on l'a un peu blanchi, mais parce qu'il fait bien le travail des Occidentaux. Là. Ce que les gens ne constatent pas, c'est que maintenant Kagame et le Rwanda constituent, donc le roi du constitue un pays pivot pour l'exploitation des richesses de la région. Et c'est Kagame qui contrôle ça. Alors, tous les pays occidentaux, donc les puissances, ils doivent passer par Kigali pour avoir accès à ces richesses congolaises. C'est ce que les gens essaient d'éviter. Mais tu oublies de dire, oui. Peut-être que c'est là que tu oublies de dire, ils ne peuvent pas avoir accès aux richesses congolaises comme ça. Il faut qu'ils créent la guerre civile, l'insécurité et des meurtres et des choses horribles. Exactement. Donc c'est Kagame qui alimente, qui a le bras armé de ces insubordinations, rébellions, des choses horribles. Et tu vois qu'il a répondu tout à l'heure dans le reportage. Il a dit, mais laissez-moi tranquille, je ne sais rien. Mais écoutez, il est l'organisateur de ces guerres. Par procuration, le Rwanda est financé par l'Occident et le Rwanda va financer les rébellions ici et là pour déstabiliser le pays. Ils ne peuvent pas exploiter ce pays sans le déstabiliser. C'est comme pour une production de film, il est le producteur délégué ou le producteur exécutif pour les basses besognes pour l'Occident en Afrique. Mais il est ami autant à Poutine qu'avec Washington. Bon, non, ça commence à changer. Quand même, depuis quelque temps, Kagame commence à avoir maille à partir avec les Occidentaux, qui lui ont demandé de quitter le pouvoir. Il dit non, je n'irai nulle part. En 1994, quand il a pris le pouvoir, c'est bien sûr le président Clinton qui l'a amené, qui l'a placé au pouvoir et qui a dit, écoutez, le Rwanda a un président progressiste. La nouvelle génération de l'administration est incarnée par M. Kagame. Mais il a quand même fait des choses intéressantes. Je suis pas là pour... Parler de Kagame, il n'a jamais parlé de... Non, je ne parle pas de Clinton, là. Je ne peux pas parler de Clinton. Je parle de Kagame. Il a quand même fait des choses intéressantes. C'est le seul pays où il y a un taux plus élevé de femmes au pouvoir, dans les ministères. Ouais. Il a fait des choses très libérales, très sociales aussi. Et les chiffres sont assez bons, à savoir près de 1 200 $ canadiens par an comme PIB, ce qui le place, parmi les pelotons de tête en Afrique. Après les grands pays comme l'Algérie, l'Égypte, en tout cas en Afrique noire subsaharienne, il est en meilleure posture, peut-être la troisième économie après. Ça fait rigoler ces chiffres, Frédéric. Ça fait rigoler. Ça, c'est les chiffres du Fonds monétaire international. Ce sont des chiffres manipulés. Donc, tout comme les élections au Rwanda. Là, je ne suis pas d'accord. Tout comme les élections, je vous ai dit, il est Quelle voté preuve que tu as 80. que ce sont des chiffres manipulés? Là, je ne suis pas d'accord. Ouais, c'est quand les même élections, FMI, par exemple, même si les FMI est contrôlé par les élections, c'est quand même, il faut avoir ces chiffres-là parfois. Il y a les chiffres sur Haïti, il y a les chiffres sur l'Algérie, il y a les chiffres sur le Sénégal, qui a le meilleur taux d'éducation, d'alphabétisation en Afrique subsaharienne, qui est même dans toute l'Afrique, semble-t-il. Donc, tu ne peux pas trop ignorer ces chiffres qui sont quand même des chiffres intéressants. Mais ces chiffres sont intéressants, bien sûr, pour ceux qui veulent le croire. Autrement, il y a des gens qui vivent des réalités différentes, Frédéric. Donc, si vous dites que le Rwanda c'est le premier pays qui a quand même le plus grand nombre de femmes dans son parlement. C'est pas le chiffre, moi, qui m'intéresse. Quelles sont ces femmes-là? Donc, ils disent que c'est pour la promotion des femmes. Mais vous voyez des femmes qui sont mises en prison, qui sont maltraitées partout, parce que
elles ont Est-ce émis, que tu aurais préféré que le Parlement et le Ils ont gouvernement émis aient des beaucoup- aient opinions. moins de femmes au pouvoir? Est-ce que tu aurais préféré qu'il y ait moins de femmes au Parlement, qu'il y ait moins de femmes au gouvernement? mais mieux vaut qu'il y ait moins de femmes avec un régime qui prend soin de sa population que beaucoup de femmes qui sont pour être juste pour brandir. Donc tu crois que ce à la- sont des femmes vendues alors, pour ne pas Donc dire ce sont des l'autre femmes mot. qui sont juste là pour lever la main catégorie au moment qui est tellement du vote, sectaire, mais des fois, ce tu sont me des crois. femmes qui n'ont pas de parole. Bon, C'est très dommage. on va aller une dernière fois pour une dernière Les Occidentaux chanson, et sont naïfs, c'est ce qu'on dit. on revient pour- Donc, alors, ils veulent les chiffres des femmes. Ok, voilà les femmes. c'est ça, tes arguments sont trop émotionnels. Mais c'est pas. ça le problème. Ok. Mais que moi, je regarde cette femme-là qui est politicienne, engagée, mais qui est maltraitée, qui est invectivée et toujours menacée de mort. Il y en a qui est une cette autre. femme qui est menacée effectivement parce qu'elle est dans l'opposition. Elle est dans l'opposition. Son parti n'a même pas été accepté, D'accord. Mais ça enregistré. fait deux choses différentes. Il Nous y a parlons une de autre deux choses femme, différentes. Nous une parlons de youtubeuse développement qui est- social, et là tu me parles de développement politique ou bien de Ben, tout strictement est politique là. Mais non. Tout est politique. Tu parles de femmes parlementaires. C'est quoi si ce n'est Mais je suis si ce n'est d'accord avec toi, mais politique? par exemple, tu prends le taux d'alphabétisme, c'est politique aussi, mais c'est avant tout social. Le fait C'est de ça. faire ça, c'est une sorte d'engagement politique de faire du bon social, parce qu'il y a des engagements politiques de faire du mauvais Alors. social aussi. Moi, je prends l'exemple de l'éducation, je prends au Sénégal, d'autres pays. Si je prends l'exemple de mon pays, Haïti, qu'est-ce qui se passe, hein? Il y a un engagement politique qui est démagogique malheureusement de faire du social dans le monde de l'éducation. Qu'est-ce qui se passe? Tous les revenus qui viennent de la diaspora et qui sont censés être étiquetés pour le projet éducation, eh bien, ces revenus ne vont pas à l'éducation. Ces revenus ne vont pas à la transformation de l'éducation. Ces revenus ne vont pas pour une nouvelle éducation, pour une éducation pour tous. Tout est biaisé, tout est court-circuité, trafiqué, volé, siphonné. Et vous pensez que Tu c'est voulais un- dire quelque chose, Redouane? Non. Tu penses que c'est différent du Rwanda? J'ai déjà pas dit que Donc, c'est différent. Je le te dis que Rwanda, quelque c'est le part- pays le plus corrompu de Arrête. l'Afrique. Arrête. Toi, c'est pas... Pourquoi? Ils ont une forme de corruption que vous aurez la difficulté à déceler. C'est pas le pays le plus corrompu. Ah, je doute fortement que ce soit le plus corrompu. Mais je doute pas qu'il ne soit pas corrompu. La non, corruption- mais je pense que en Mais écoutez. Afrique, tous les dirigeants essaient de jouer le double jeu. Voilà. Avec autant les Occidentaux que Surtout les avec, Russes. avec M. Trump qui est passé au pouvoir, qui montre Ouais. ce que c'est que la dictature. Trump est arrivé pour dire le recul de la démocratie. On en a marre de la démocratie. C'est si doux l'amour que j'ai lu dans tes yeux, petit ami adoré. Quand viendras-tu dans mes bras, petit chéri, pour l'instant des plaisirs. Redouane, voilà, Corinne et toi, vous, Ismaël aussi, vous êtes, on va se concentrer sur le beau sujet de l'OTAN que tu aimes beaucoup, mais aussi sur l'île des Serpents. Hein. On va rapidement dire ce que c'est que l'île des Serpents. C'est un tout petit bout d'île qui a été pris très tôt par la Russie dans cette guerre et que la Russie vient de concéder et prétend que c'est parce que on veut faciliter les choses, laisser sortir les exportations, alors que la partie adverse prétend avoir bien pilonné les forces russes à l'île des Serpents. Quelle est ton opinion là-dessus? Moi, je sens qu'il y a un mensonge là. De quel côté maintenant? Non. Moi, cher, nous, c'est les couleurs, moi, je ne me cache pas. C'est toujours Moi, le j'ai avancé problème. les De couleurs. quel côté on Il se y a un trouve? mensonge du côté soviétique, du côté russe, là. Effectivement, selon moi, les Russes n'ont pas eu le choix
d'abandonner cette île, se faire pilonner sans vraiment pouvoir riposter, parce que déjà on ne sait pas avec quelle arme l'armée ukrainienne a pilonné. On peut soupçonner aussi des armes longue portée fournies par les Européens. Kilomètres, oui. Donc tout ça a forcé forcément les Russes à abandonner. En sortant de là, les Russes ont dit que c'était justement pour faire un pas vers une voie de sortie diplomatique. Exactement. Regarde, Redouane, mon œil, regarde. Tu me vois, mon œil? Attention, je ne fais que rapporter ce qui a été dit. Non, je t'agace. Moi, pour les auditeurs, je veux savoir, c'est où l'île du Serpent? C'est une petite île à l'entrée du Danube. C'est une île stratégique. Elle est plus proche de la Roumanie. D'accord. Elle est presque en face du port d'Odessa. Exactement. Et pourquoi c'est important? Parce que la force qui occupe cette île peut facilement torpiller tous les bateaux qui passent, etc. Alors, donc protection de la ville d'Odessa, plus ou moins. Plus ou moins, oui. Voilà. C'est un peu un avant-poste. Alors, si je peux comprendre bien, Ismaël, tu voulais réagir quand j'ai dit que c'était un mensonge russe. Est-ce que tu as suivi? Tu n'es pas d'accord? Je crois que les Russes, ils expliquent que c'est un retrait qu'ils ont décidé eux-mêmes, stratégiquement. Et tu y crois? Un repli tactique, c'est comme ça que l'on appelle ça. Si c'est un repli tactique, ils ne peuvent pas dire que c'est là que je dis le mensonge, et je crois que pour une fois, Redouane est d'accord avec moi. Repli tactique ou repli stratégique ou repli diplomatique, ils ont le droit de dire ça, mais ils ne peuvent pas dire ensuite c'est pour faciliter que les exportations et les échanges se fassent, parce que s'ils sont en contrôle de l'endroit où c'est le plus dangereux, à ce moment-là, je comprends qu'ils protègent. S'ils sont obligés de se replier, ils ne protègent pas forcément. C'est là que tu vois. Prétexter la livraison du blé, des céréales, ça c'est du faux. Ah mais voilà. C'est le repli tactique dans leur terme, c'est ce que je suppose, parce qu'ils ont essayé ça plusieurs fois. On est d'accord, ils sont obligés de replier là, parce qu'il y a comme ils ont replié une première fois sur Kiev, une deuxième fois encore. À Boucha, je pense. Oui, ils ont replié plusieurs endroits. Ouais. Alors là, je me suis dit, mais les Russes, quand même, Poutine, il doit y avoir un problème de faire quoi? Qu'ils protègent les exportations, qu'ils facilitent les exportations, et en même temps de déclarer non, nous nous retirons de cette île-là. Or, c'est justement le passage de cette île qui permet aux exportations. Non, les Russes ont reconnu qu'il y a eu un bombardement très fort là, c'est l'OTAN qui s'est engagé dedans. Hein. Non, c'est pas question de l'Ukraine. Non, jusqu'à maintenant, c'est l'Ukraine. Ne commence pas une guerre qui n'existe pas encore. On ne peut pas impliquer l'OTAN. C'est sûr qu'il y a des armes occidentaux. Occidentales, si tu veux. Et vous avez entendu quand même que... C'est pas encore l'OTAN, on n'a pas le droit. Non, pas du tout. J'ai entendu, Frédéric, hier, il y avait l'échange de prisonniers, au moins. Non, mais c'est Ukraine-Russie, pas l'OTAN. Mais parmi ça n'a rien à voir avec l'OTAN, c'est Ukraine-Russie. Peut-être échangés, il se trouverait certains soldats de l'OTAN. Moi, je pense pas. Moi, je veux pas aller constamment de la spéculation comme tu dis là. Mais pour faire une blague courte, tu sais, le repli stratégique, c'est comme le désigné volontaire. Bon, ok. Tu vois la blague? Oui. Est-ce que tu la comprends? Oui, mais maintenant, je veux pas perdre le fil de la pensée. Parce que personne rigole à ma blague. Non, Corinne, c'est parce que je veux pas perdre le fil de la pensée de Redouane. On a 10 minutes pour faire ce sujet. Redouane. Oui, effectivement, ce que dit justement Ismaël pour des soldats de l'OTAN, c'est faux. Oui. Mais ça ne sort pas de nulle part, c'est que vraiment il y a des soldats étrangers, des soldats britanniques, des soldats français. Oui, on a vu ça. Qui se sont engagés, mais en leur pas au nom de l'OTAN, en leur nom personnel. Ouais. Donc ils sont payés par qui? Et toi, tu es toujours trop biaisé. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de propagande des deux côtés. Il y a beaucoup de choses qui se passent que nous on ne peut pas savoir, mais je ne tomberai pas sur ces spéculations. Non, ils sont payés de personne. Il faut pas dire ça. Il y a des gens qui payent de leur argent. C'est comme quand ils pourraient faire le voyage et payer de son argent. Mais ce n'est pas l'argent. Pas forcément. Si les Occidentaux ont débloqué, écoutez, plus de 46 milliards. C'est pour payer ces mercenaires, non? Mais non. Alors maintenant, tu les appelles des mercenaires. Là, faudrait t'entendre entre les acheter, les payer, les mercenaires.
Bientôt, ça va être la Légion étrangère. Hein? Non, Ismaël, il faut être sérieux, il faut rester sérieux. Non, mais il a le droit d'avoir son opinion. Ah, il a le droit, il faut rester sérieux pareil. Et il est sérieux il est sérieux dans son obstination. Dans sa mauvaise foi, il est très sérieux. Et souvent, vous appelez ça la mauvaise foi. Je ne dis pas mauvaise foi, moi. Non, je ne dis pas mauvaise foi. Mais je moi, dis obstination. Je suis quelqu'un qui essaie toujours de mon... Dans son aveuglement, je reviens à mon film, son aveuglement. Bon, alors, on parle aussi de l'OTAN qui fait ce fameux sommet de l'OTAN et il semble que le Canada, l'Alliance Atlantique prévoit, écoute bien, l'Alliance Atlantique prévoit mobiliser au moins 300 000 soldats qui seront prêts à se déployer rapidement pour offrir des renforts sur le terrain si nécessaire. Ils sont déjà 40 000 sur le qui-vive actuellement, c'est-à-dire tous les pays ensemble. Hein. Ceux-ci seraient prêts à signer à une région précise, iraient se familiariser avec le terrain, ils déploieraient de l'équipement de façon